Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bienvenue à tous, merci d'être venus, merci d'être là. Bon, on va parler d'innovation, de mutation technologique, des nouveaux défis de l'entreprise. Alors, comme ça fait un sujet, on peut se demander est-ce qu'on est chez les geeks, est-ce qu'on est dans un débat techno? Non, c'est probablement le débat le plus politiquement chaud du moment, parce que tout le monde ne parle que de ça, déjà pendant la campagne présidentielle. Tout le monde ne parlait que d'innovation, que c'était le moyen de s'en sortir. On en parle encore aujourd'hui, parce que vous avez vu que le débat sur le coût du travail rebondit. On dit « Ah oui, mais c'est pas ça, la question, c'est les nouvelles technologies, c'est comment on va innover ». Donc c'est un débat qui est partout, et en même temps, vous entendez bien, dans le débat public, c'est parfois un peu creux. Il y a des tas de gens qui parlent d'innovation sans toujours savoir de quoi ils parlent d'ailleurs. C'est la petite méchanceté du dimanche. Et pour en parler aujourd'hui, on a invité des gens qui, eux, peuvent en parler et vont nous raconter ce qu'ils savent, ce qu'ils comprennent de ce nouveau monde qui s'ouvre. Alors j'appelle Sophie Boissard, qui est directrice générale déléguée de la stratégie du développement du groupe EDF, qui est là, je vais me mettre derrière, vous pouvez l'applaudir. François Bornibus, qui est vice-président Chief Operating Officer
EMEA, c'est-à-dire Europe, Middle East, Afrique, du groupe Lenovo. Grand groupe chinois de taille mondiale qui, on va peut-être en parler tout à l'heure, est devenu numéro 1 mondial récemment. Michel Fredo, directeur associé senior et responsable mondial DRH au BCG, Boston Consulting Group, célèbre cabinet de conseil que vous connaissez. Francis Morel, qui est le PDG du groupe Les Échos. Denis Oliven, PDG d'Europe 1 et président du directoire de Lagardère Active. Bienvenue. Et Stéphane Roussel, qui est directeur des ressources humaines du groupe Vivendi, SFR, va nous parler de la téléphonie mobile notamment. Bien, alors pour commencer, on va avoir dans ce débat des questions de la salle, des questions des étudiants d'HEC, de l'IESEC, de Centrale, de Sciences Po, Supélec. Mais on va commencer par peut-être la question, je vous propose de commencer par la question qui fâche en ce moment. Est-ce que finalement la France est en retard? Est-ce que la France est complètement larguée dans cette question de l'innovation? On parle aujourd'hui beaucoup de Google, de Facebook qui sont au centre des polémiques. Et nous, est-ce qu'on est largué? Sophie Boissard. Ah, vous n'avez pas de micro. Merci. J'en profite pour corriger, je suis à la SNCF et non pas à EDF, ça se termine pareil, c'est pas la même chose. J'ai dit EDF, pardon. Voilà. D'abord, merci de me faire le plaisir et l'honneur de m'inviter. Moi, si j'en juge, d'après ce que je vois dans le secteur des transports, non, on n'est pas largué. Sur le seul secteur des transports publics de personnes, la France a aujourd'hui 2 des leaders mondiaux. Avec d'une part SNCF et surtout avec Veolia Transdev, on a vraiment 2 sociétés, 2 champions du transport collectif qui s'exportent et qui s'exportent partout dans le monde. Et on s'exporte partout dans le monde parce qu'on est très bon, on est en réalité étayé par vraiment une très forte expertise en termes d'ingénierie de systèmes de transport. Et ça, c'est parce qu'on a un système de formation des écoles extrêmement pointu. Donc on a aujourd'hui des très bons ingénieurs au soutien de cela. Parce qu'on est aussi très bon dans notre capacité à vendre des services publics dans le cadre de contrats. Et là aussi, la France, finalement, depuis le 19e siècle, est un peu la championne de ce que les Anglais appellent les utilities. Et puis, globalement, parce qu'on sait, finalement, s'intégrer dans des univers urbains ou avec des donneurs d'ordre très différents. Donc non, on n'est pas largué, en tout cas pour le secteur que je connais, et on n'est pas largué parce que techniquement on est très bon et parce qu'on a beaucoup d'antériorité. Et ça, c'est des atouts qu'il faut arriver à conserver pour la suite. Message optimiste, alors François Barnibus, vu de Chine. Vu de Chine ou vu de Paris, pas du tout au niveau du secteur de la technologie, mais j'ai regardé un petit peu au niveau de l'innovation sur le web. Et Forbes a eu un article il y a quelques mois sur les 100 sociétés les plus innovantes au niveau mondial. Et là, on retrouve des choses intéressantes. La France, la première société française est numéro 15. Par contre, la première essai Pernod Ricard. La première société européenne est numéro 10. Et c'est Arm Technology qui est anglaise. La France est la 2e nation dans le top 100. On a 9 sociétés et la première nation, c'est les US. Donc, est-ce qu'on est largué? Non, on est 2e dans le top 100. Et on a des sociétés comme... On a 9 sociétés, Pernod Ricard, il y a des sociétés comme LVMH, Technip, Essilor, Christian Dior et Liquide. Ce qui est intéressant, c'est que aussi c'est des sociétés très différentes. Dans des domaines d'activité très très différents. Donc, est-ce qu'on est largué? Non. Quand je regarde cet article au niveau de Forbes, on n'est pas trop mal placé. Par contre, quand on regarde des chiffres qui sont plus, pareil, ça a été retrouvé sur le web, au niveau, un chiffre qui est le pourcentage de dépenses qui sont dépensées par les sociétés françaises en R&D, en recherche et développement, la France est très loin. La moyenne européenne, c'est 2,5 et la France est à 2%. Donc, ma vision, c'est qu'on n'est pas largué. Par contre, la somme, l'investissement que mettent les sociétés françaises dans la R&D est en deçà de la moyenne européenne et bien en deçà de la moyenne américaine. Michel Fredo, avec le regard mondial de BCG. Alors, avec le regard mondial, j'avais la même source que vous. Alors...
Je partage le diagnostic. On sort quand même en deuxième par rapport à tous les pays au niveau mondial, donc c'est quand même pas mal. Je pense que la France a un certain nombre d'atouts et un certain nombre de faiblesses. Les atouts, c'est qu'on a incontestablement un environnement particulièrement favorable en termes de droit des sociétés, en termes d'environnement des affaires en général. Je pense que la qualité de la formation des universités, et je pense que on va revenir sur ce sujet parce que je pense que les ressources humaines et les compétences qu'on développe sont clés, mais enfin, au total, notre système scolaire et notre système universitaire est quand même excellent et très favorable à l'innovation. Et ensuite, la qualité de la recherche publique et son interaction avec le monde privé, en particulier grâce au pôle d'innovation, sont des choses qui sont tout à fait favorables et qui aident énormément le pays. Bon, là où il faut qu'on continue à faire des efforts, c'est en particulier sur le financement et sur s'assurer qu'on attire bien l'ensemble des investissements et l'ensemble des personnes en termes de compétences au niveau international. On a aujourd'hui encore trop de Français qui vont à l'extérieur pour chercher des sources et des ressources pour lancer leurs projets et pas assez d'étrangers qui viennent en France pour lancer leurs projets en France. Francis Morel. Les échos qui se lancent dans le web payant. Alors je pense que la question est un peu faussée parce que quand on pense recherche-développement, on pense toujours recherche fondamentale ou numérique. C'est sûr qu'en termes de numérique, on n'a pas de Google ou d'Apple en France. Mais cela dit, la recherche, c'est pas uniquement ça. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'enquête dont vous parliez tout à l'heure, où arrive en tête Pernod Ricard, où on pourrait également citer SNCF, LVMH. Donc il y a beaucoup de sociétés de l'économie traditionnelle qui investissent beaucoup dans l'innovation et dans la recherche. Le deuxième point que je voudrais signaler, c'est que même dans le domaine du numérique, il y a beaucoup de sociétés françaises qui travaillent dans ce domaine. On connaît Deezer, mais il y en a d'autres de ce type qui n'ont pas la taille de Google ou d'Apple, c'est évident, mais il y a beaucoup de sociétés individuelles qui travaillent et défrichent ce terrain. La seule chose, c'est qu'il faudrait deux choses pour qu'elles puissent réussir. D'abord, comme ça vient d'être dit, il faut donner un cadre, et en particulier un cadre financier. Aujourd'hui, la tendance est plutôt de considérer que finalement, les capitaux qui sont apportés à des sociétés qui se lancent, c'est des capitaux qu'il faut pénaliser à la sortie. C'est ça les dernières initiatives fiscales. Il faut bien savoir qu'un capital risqueur qui met de l'argent dans une société au départ, il a une chance sur 5 seulement de récupérer sa mise. Donc ce n'est pas un capital dormant, c'est un risque et il faut encourager le risque. Et c'est le dernier point que je voudrais dire. Il faut encourager le risque et dédramatiser l'échec. La grande force des États-Unis, c'est que l'échec là-bas, ce n'est pas du tout un échec. On a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, on va faire autre chose. En France, un échec, vous êtes marqué d'une croix, et trouver des capitaux quand vous avez échoué, vous avez beaucoup de mal à l'avoir. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on dépasse ça et qu'on encourage au contraire à l'investissement et à la prise de risque. C'est si on encourage dans cette direction-là qu'on continuera à croître. Denis Oliven, qui peut nous parler d'Europe 1, mais aussi de tas de boîtes dans lesquelles il est passé par les dernières années. Moi, je suis comme Fabrice à Waterloo. Je n'ai pas d'éléments statistiques, donc c'est une observation purement empirique et qui ne vaut que ce qu'elle vaut, c'est-à-dire mon point de vue à moi, mais je suis beaucoup moins optimiste que les autres participants à la table ronde que j'ai entendus, parce que on jugera la réponse à la question que tu viens de poser, on l'aura dans 10 ou 15 ans, quand on verra si effectivement dans 10 ou 15 ans, on est encore le numéro je ne sais combien du classement mondial des sociétés. Numéro 2. Numéro 2, c'est parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le produit de ce qui s'est passé au cours des 15 ou 20 dernières années. Et si j'observe l'univers numérique, même si l'univers numérique n'est qu'une partie de l'univers, mais enfin il a une probabilité non nulle qui pèse lourdement dans l'avenir, c'est vrai que si je prends les 10 ou 12 grandes inventions qui ont eu lieu, grandes inventions de business qui ont eu lieu au cours des dernières années, des 10-12 dernières années, il n'y a quasiment pas d'innovation européenne. Si vous prenez les Twitter, les Facebook, les Google, etc., les Amazon, la seule, je crois, c'est Skype, et elle est islandaise. Et en tout cas, il n'y a pas de Français. Elle a été rachetée, surtout. Elle a été rachetée, mais il n'y a pas de Français. Donc, et deuxièmement, autre observation que je me fais, la créativité, l'innovation, elle part en règle générale de petites sociétés. Les grandes sociétés gèrent ensuite et développent des innovations nées ailleurs.
Il y a combien dans les sociétés du CAC 40 français de sociétés qui étaient des start-up il y a 10 ans? Aucune. Si vous faites le même exercice sur les États-Unis, vous voyez qu'il y a beaucoup de grandes sociétés d'aujourd'hui qui n'étaient que de toutes petites sociétés il y a quelques années, qui sont donc les produits d'innovation. Donc moi, malgré les chiffres rassurants de R&D et les succès tonitruants et remarquables de la SNCF, je me dis qu'on n'est pas complètement... C'est une attaque directe, mais Sophie Boissard va avoir l'occasion de répondre. Non, pas du tout. Non, mais François Bornibus qui secouait la tête tout à l'heure. Non, pas du tout. La SNCF, au contraire, ça fait partie des grands projets à la française, le TGV, de la vision qu'on en a eue pendant de nombreuses années dans notre économie dirigiste et gaulienne, et avec beaucoup de succès dans une certaine économie qui n'était justement dans les années de ces années-là, c'était pas on n'était pas dans la phase de révolution qu'ont créé les nouvelles technologies, les biotechnologies et le numérique. Là, on est dans une phase révolutionnaire, on change d'horizon, et dans cet horizon nouveau, est-ce que nous sommes le pays qui est le plus à même de favoriser la concentration des talents, des créateurs, des inventeurs, des développeurs, et est-ce que par ailleurs, une fois qu'on les a attirés, on est capable de financer leurs projets et de leur donner envie de rester? Je n'en suis pas complètement certain. Il s'agit de fiscalité? Non, c'est pas simplement de fiscalité, c'est bien plus que ça. C'est un climat général. Moi, je suis plutôt frappé, et c'est tout gouvernement et toute couleur politique confondue. On a quand même un pays qui devrait être le pays de cocagne des créateurs de talents de toute nature. Des designers, des stylistes, des inventeurs, des artistes, des inventeurs de procédés de business, parce qu'on est l'un des plus beaux pays du monde, on a l'une des plus belles villes du monde, dans l'un des plus beaux pays du monde. Alors pourquoi ces gens-là, ces jeunes gens, y compris nos propres enfants, ont envie d'aller plutôt à Londres, à Shanghai ou à New York? C'est pas simplement une question de fiscalité, c'est peut-être aussi une question de fiscalité, c'est certainement une question de financement, c'est une question de qualité des moyens alloués à l'université, à la recherche. Mais c'est plus que ça. C'est est-ce qu'on est dans un climat général d'attrition mélancolique, ou bien est-ce qu'on a envie d'attirer, de développer des talents et d'attirer les jeunes gens et les jeunes filles qui vont inventer les entreprises du CAC 40 de demain? Et ben, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce climat-là, mais peut-être que je me trompe. Stéphane Roussel, alors est-ce que SFR attire des talents? D'abord, on sera deux à être plus sévères, peut-être moi encore plus peut-être, surtout que si on parle de numérique, hein. C'est vrai que Pernod Ricard est beaucoup dans le numérique, mais enfin, quand même. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce qu'on est moins ingénieux, c'est pas parce que la formation générale est moins bien faite, mais Denis parlait un petit peu de l'écosystème. C'est l'écosystème qui est différent. Si on prend que l'exemple de la Silicon Valley, c'est par hasard si les boîtes qui effectivement étaient des startups il n'y a pas si longtemps sont devenues grandes. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a plus de génie là-bas. C'est parce que le lien entre l'université, les pouvoirs publics, les petites entreprises et les grandes entreprises, finalement, ça fait qu'un seul corps, avec un vrai écosystème très bien organisé. Alors nous, on est à des années-lumière de ça, puisque pour ce qui est de la partie du monde de l'éducation, est totalement séparé du monde du travail. Alors il y a quelques réussites où on arrive à jeter des passerelles, mais enfin c'est quand même très très limité. Là, il y a une différence avec Michel Fredo énorme quand même, parce qu'il nous explique que ça marche très bien au contraire. Mais non, ça marche bien sur des longs projets qui sont structurants à l'échelle de l'économie française, oui, évidemment, puisqu'on a un système assez protectionniste qui nous permet de sauver un peu ça. Mais quand vous êtes dans un jeu totalement ouvert au niveau mondial, encore une fois, il faut vraiment être spécialement déterminé et très agile pour un jeune Français qui s'investit dans le numérique pour réussir à se développer uniquement en France. Donc effectivement, c'est un constat sévère. Cela dit, il n'y a pas rien à faire, parce qu'à la limite, on peut se dire que justement, le monde est totalement ouvert si on bouge quelques paramètres de cette équation, et on peut le faire beaucoup à l'initiative des entreprises, en fait. Les entreprises ont un petit peu la main, parce qu'il ne faut pas attendre de l'État pour ça. Si jamais il y a de l'argent dans le grand emprunt, c'est beaucoup pour des projets franco-français de grande envergure, mais pas tellement sur des jeunes pousses qui risquent et qui peuvent devenir des Apple ou des Google de demain. Donc en fait, il faut que l'entreprise elle-même prenne ça en charge, et c'est un peu la spécificité française, d'aller oser des financements. Alors, il y a des exemples, hein, on n'est pas le seul à le faire, mais au niveau des SFR, parce que le numérique est quand même l'essence de notre travail,
Oui, alors on s'est nous-mêmes créé cet écosystème avec des petites sociétés, XFR Développement, qui sont devenues un peu plus grandes d'ailleurs, et qui réussissent. Et on met du capital, on met des compétences pour les aider, et on essaie de recréer à notre échelle ce petit système. Mais finalement, c'est ce qui manque, ce grand schéma, où on mêlerait des fonds publics, des fonds privés, avec une grande cohérence bien plus forte. Donc moi, je suis beaucoup plus sévère que ce qui a été dit. Heureusement, par contre, il y a beaucoup d'étudiants qui ont un niveau de culture générale élevé. Là-dessus, on est plutôt en avance par rapport aux autres pays. Mais encore faut-il qu'il y ait ce soutien, ce coaching de la part des entreprises pour réussir à transformer leur projet. Donc voilà ce que j'ai envie de dire là-dessus. Alors les optimistes veulent peut-être répondre. François Pornus, Michel Fredo, Sophie Boissard. Je commence, puis j'ai l'impression qu'il y a de la droite et de la gauche, mais on n'est pas du bon côté. Ça dépend de quel point de vue on se met. Ça colle assez en fait, bien. on est bon. Alors, juste, je pense que vos commentaires sont très importants parce que c'est les sources d'amélioration. En tout cas, moi, je les vois comme ça. Sur les sources d'amélioration pour s'assurer que la France soit bien préparée pour son futur. Mais on peut quand même bâtir sur ses forces historiques. Si vous voulez, le but de ma remarque, j'allais vous associer, c'est le capital qu'on a su construire, peut-être pas sur les 10 dernières années, mais sur les 50 ou les 60 dernières années. On est très supérieur en termes de qualité de l'enseignement par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde et par rapport aux autres pays. Simplement, la dérivée à laquelle qu'on constate n'est pas la bonne. Et ça, bien entendu. Et donc, il faut absolument corriger le tir. Donc je ne suis pas en désaccord sur le fait qu'il y a des améliorations importantes. Il y a des améliorations importantes non seulement pour canaliser nos meilleurs cerveaux, nos meilleurs talents sur les bonnes industries, sur les bons savoir-faire, mais aussi faire évoluer le système éducatif du être vers le savoir-être. C'est-à-dire qu'on est des gens qui soient capables de prendre plus de risques, qui soient plus tolérants à l'échec et qui soient plus apprenants et qui ont envie d'entreprendre plus par rapport à des gens qui ont simplement envie de remplir des évaluations et d'être parfaits par rapport à des interrogations écrites. Donc bien sûr qu'il y a des évolutions à faire, bien sûr qu'il faut avoir une vision sur où est-ce qu'on veut amener la France en termes de compétences, mais ceci dit, c'est pas un hasard si les Pernod Ricard, les LVMH, les SNCF, les EDF et compagnie ressortent comme étant des sociétés innovantes, ressortent comme étant des sociétés qui arrivent à sortir au niveau mondial des solutions qui sont respectées par tout le monde et qui gagnent. Et ça ne va pas disparaître dans les 15 prochaines années, enfin je ne pense pas. François Bornibus. Ouais, un commentaire concernant la France. Je n'habite pas en France, j'habite en Europe mais pas en France. Et est-ce que la situation est meilleure dans d'autres pays européens? Pas vraiment. Il y a une morosité, c'est vrai, au niveau de la France, mais au niveau, quand on parle d'innovation, dans les autres pays européens, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, ce genre de pays, est-ce qu'il y a plus d'innovation qu'en France? Pas vraiment. Donc c'est peut-être pas un problème uniquement français. C'est vrai qu'il y a d'autres pays, comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, qui innovent beaucoup plus, mais je pense qu'un point très important qui a été mentionné par deux personnes, c'est le risque, l'acceptation de l'échec. Je travaille dans une société, Lenovo. Il y a 2 ans, une équipe a créé un produit. Le produit ne s'est pas du tout vendu. Une catastrophe. Est-ce que l'équipe a été virée? Est-ce que c'est pour ça que cette équipe était nulle? Non. Et l'équipe maintenant sort un nouveau produit sur la même base et qui marche très bien. Donc accepter l'échec. Et au niveau universitaire, au niveau de la France, est-ce qu'on accepte l'échec? Est-ce qu'on apprend de notre échec? À mon avis, non. Pour nous, l'échec, c'est mal. Vous avez manqué, vous avez raté. Alors que dans d'autres cultures, l'échec est accepté. On parle de start-up aux États-Unis qui deviennent des grandes sociétés. Combien il y a de start-up qui ne marchent pas? Des millions. Mais c'est cet aspect innovateur et cet aspect acceptation de l'échec et recommencer et apprendre de l'échec. Sophie, vous avez envie de répondre aux pessimistes? Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane Roussel pour dire que je suis moi tout à fait d'accord avec lui. Je crois que dans l'enjeu que constitue le financement, c'est-à-dire effectivement que les projets intéressants soient financés, puissent se développer, je crois qu'il y a une responsabilité forte des grandes sociétés installées pour les financer. Et donc effectivement, il faut qu'on arrive progressivement à créer cet écosystème de soutien à cette capacité d'innovation qui pour le coup est bien présente dans tous les secteurs. Et je voudrais dire que donner un exemple de ce que l'on fait. On a créé, il y a maintenant de cela 5 ans, avec 2 autres grandes sociétés qui sont Orange et Total, un fonds
un fonds d'investissement. En réalité, c'est un peu une forme de capital risque qui est dédié aux technologies de l'écomobilité. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend des projets, on soutient des sociétés qui sont vraiment des start-up et qui nous semblent, par leur procédé, par le dynamisme des porteurs de projets, par la capacité d'innovation, intéressantes. Et on prend un ticket et on soutient la société. Et honnêtement, au bout de 5 ans, c'est encore trop tôt pour dire, hein, mais on voit bien qu'on arrive à faire sortir des projets, qu'on arrive à les faire grandir en photovoltaïque, en tout ce qui concerne la mobilité partagée. On commence à avoir progressivement un écosystème qui se crée. Et finalement, si je regarde ce qu'on a fait depuis 15 ans, c'est comme ça qu'on a nous-mêmes pu être innovants. C'est-à-dire que les grandes sociétés ont du mal à générer en leur sein, on pourra y revenir je pense dans le débat, je dirais ce côté diligent, capacité à sortir de la boîte pour innover. Et finalement, comment est-ce qu'on fait en France ? On arrive à capter cela. On s'associe, on crée des JV et ensuite ça se développe. Je donne un exemple tout simple. Tout le monde connaît voyagesncf.com, VSC, qui est vraiment qui a été créé en 2000, qui est devenu le premier site internet français. C'est maintenant 5 milliards de chiffre d'affaires vendus chaque année sur VSC. C'est parti de rien. C'est parti d'une JV avec Expedia. En l'an 2000, personne ne pensait qu'on aurait ce succès. Et en fait, on est allé chercher des compétences, on y a mis les moyens et ça a fonctionné. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre système... Vous n'êtes pas exactement une start-up quand même. Ben, on n'est pas des start-up, mais on agrège en fait des start-up et on leur permet de se développer. Elles se développent finalement aux marches des grandes sociétés installées. C'est un autre mode de développement. Francis Morel a envie de réagir là-dessus. Un micro qui circule, ouais. Oui, je crois, pour essayer peut-être de réconcilier dans les deux côtés de la table, moi, ce qui me semble, c'est que ce qui est frappant, c'est que la réussite en matière de développement et d'initiative, en France, elle est le fait des grosses sociétés déjà implantées. Et c'est ce qui manque à la France par rapport aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, cette réussite, elle est le fait de petites sociétés qui démarrent de rien, d'initiatives individuelles, qui croissent et qui ont un contexte qui leur permet de se développer et de réussir. Comme le disait tout à l'heure, Apple, Google, Twitter, ça n'existait pas, ou très peu, il y a 10-15 ans. En France, ça n'existe pas. Mais en France, nous manquons du contexte qui permet de développer des initiatives individuelles. Et là, il faut absolument mettre en place un problème culturel, c'est un problème de financement, c'est un problème général. Nous avons peur de l'échec, nous n'aidons pas les entrepreneurs individuels. Et je crois que si on n'arrive pas à changer cette culture et à aider les entrepreneurs individuels, on a des vraies inquiétudes à avoir pour l'avenir, parce que c'est bien que les grosses sociétés favorisent les initiatives, aident les services recherche et développement, il faudrait également aider les initiatives individuelles. Et alors je vois que l'heure tourne, alors on va passer aux questions des étudiants, parce qu'on aura l'occasion probablement de revenir à tous ces thèmes-là. Donc il y a une dizaine d'étudiants d'HEC, de l'IESEC, de Centrale, de Sciences Po qui sont là. Alors, qu'est-ce qui veut commencer? Oui, ça marche. Hein. Ah non, ça marche pas. Ouais. Bonjour à tous. Alors on a parlé un petit peu des différents acteurs de l'innovation, notamment les entreprises. Et il y en a un qu'on a peu abordé, c'est le rôle de l'État. Alors on vous a préparé, avec tous les étudiants qui sont là, une série de questions sur ce domaine. Mais d'abord, on aimerait dresser une rétrospective du rôle de l'État dans les dernières années, à savoir qu'il y avait des pôles de compétitivité qui ont été faits en France pour permettre l'innovation. Alors, en tant que représentant du monde professionnel, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ces pôles? Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qu'il y aura? Michel Fredo, qui en a dit du bien tout à l'heure. Est-ce que ça a servi à quelque chose? J'ai dit du bien parce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite récemment, je crois, sur les pôles de compétitivité et qui, en synthèse, disait que ça a quand même permis de non seulement développer des nouveaux produits, des nouveaux services, et que donc il y a eu quand même un certain nombre d'idées qui ont pu être générées grâce à ces pôles. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'accès au financement, comme on le disait, et puis c'est ensuite la capacité à développer ces idées et en faire des vrais business. Donc on reste sur les mêmes points qui ont été évoqués jusqu'à présent. Je pense que les pôles de compétitivité aident,
sont appréciés, les crédits impôts recherche sont appréciés. Il y a toute une batterie de systèmes qui donnent des incitations aux créateurs d'entreprises et qui permettent de les aider pour lancer. Ensuite, derrière, ce qu'on voit, c'est les caractéristiques typiquement françaises de beaucoup trop de structures de bureaucratie au niveau de l'État pour passer les brevets, et puis des difficultés pour se financer et pour développer l'activité. Donc je pense que c'est une aide, c'est pas la solution, et je pense que ce que vous décriviez à juste titre, c'est le manque de petites entreprises en France innovantes, c'est le mal dont on souffre. Les grandes entreprises arrivent à trouver des moyens pour être innovantes. Denis Oliven qui avait envie de réagir là-dessus aussi. Oui, non, je crois que c'est sans doute, ce sont des mesures efficaces pour ce qui est de leur objet, c'est-à-dire pallier les difficultés d'un cadre macroéconomique qui n'est pas accommodant pour le développement de l'innovation. Quand je le dis en utilisant une donnée macroéconomique bien connue, dans les 30 Glorieuses, on avait à peu près un taux de croissance de 6%, il est maintenant autour de 2%. Et quand les macroéconomistes essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, ça n'est ni le niveau de capital ni le niveau de travail qui est en cause, c'est le facteur résiduel qu'on appelle le progrès technique, incorporé dans la croissance. Donc on souffre très nettement d'un défaut d'incorporation du progrès technique dans la croissance, et c'est ce qui fait que nous, on a une croissance à 2%, là où les États-Unis sont légèrement au-dessus de nous, et où des pays nouveaux, de l'Asie notamment, sont très au-dessus de nous. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut renouer avec des niveaux de croissance qui régleraient par ailleurs non pas seulement le problème de l'innovation, mais des problèmes bien plus larges? C'est qu'on ait un cadre macroéconomique qui soit plus favorable au développement des entreprises qu'il l'est aujourd'hui. Ce cadre macroéconomique, c'est quoi? C'est une allocation des ressources publiques à la recherche et à l'université très supérieure à ce que c'est aujourd'hui. On sait qu'on a un retard de ce point de vue. Un fonctionnement des universités, on a commencé à avancer avec la loi NRU, on n'y est pas encore, qui permettent à ces universités de se développer mieux qu'elles ne le font aujourd'hui. Quand on se compare avec nos voisins, c'est clair que c'est une différence. C'est un financement de l'économie beaucoup plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui, notamment des petites entreprises. J'insiste pas là-dessus, mais c'est une clé absolue du développement. On sait qu'on a un gros problème, et ce problème ne va pas s'arranger, j'ouvre une parenthèse, ne va pas s'arranger parce que on voit bien que les circonstances macroéconomiques dans lesquelles on est font que le développement du crédit va plutôt être freiné, enfin le crédit va plutôt être freiné que développé. Et puis dernier point, un cadre réglementaire pour les entreprises, notamment pour les petites entreprises, qui soit plus favorable, qui leur permette de se développer. Bon, ben voilà. Donc c'est sur ces 4 points, et c'est pas du tout, une fois encore, c'est transparti. Ça n'est pas plus vrai d'une formation politique que d'une autre. Sur ces 4 points, on n'a pas fait d'innovation majeure, on n'a pas fait d'avancée majeure ces derniers temps. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je pense que c'est dangereux de se dire mais après tout c'est pas si mal, parce que se dire après tout c'est pas si mal, c'est se refuser de se mettre collectivement la pression sur le fait que ces choses-là doivent changer. Donc les pôles de compétitivité c'est bien, mais c'est pas une rustine. Mais c'est une solution partielle, alors on devrait avancer sur des solutions globales. Si par exemple les formations politiques françaises se disaient la priorité des priorités numéro 1 de notre nation, c'est de faire de l'innovation, de faire de la France le siège de l'innovation, on déroulerait des politiques qui seraient sans doute différentes de celles qu'on a aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse, c'est vrai que c'est pas un problème français. Je devrais ajouter tout de suite que c'est un problème européen, et que c'est drôle d'ailleurs, je me disais pourquoi est-ce que la seule invention des 11 grandes inventions des dernières années est islandaise? Eh bien je pense que comme l'Islande a un tout petit marché, si vous inventez un truc pour le marché islandais, vous n'avez aucune chance de gagner. Vous êtes obligé de l'inventer pour le marché mondial. C'est vrai que quand vous êtes un Américain, vous avez le marché américain pour développer votre business. Alors que quand vous êtes pour l'instant en Europe, vous avez une taille qui vous permet de faire vivre des entreprises, en téléphonie mobile par exemple, mais vous n'êtes pas forcément la taille qui vous permet de créer des procédés à l'échelle du marché mondial. Stéphane Roussel et puis après François Bornibus. Stéphane Roussel et puis après François Bornibus qui a aussi envie de réagir sur cette question qui... Ah bah là encore, je vais être négatif. C'est pas mon style, je vous promets. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le démontrer. Mais là... je vous donne un exemple. On va parler d'un exemple très simple. On a un enjeu extraordinaire en France qui est le développement de la fibre.
l'État s'est mis comme objectif que d'ici 2025, on ait déployé la fibre. On pourrait se dire, voilà un enjeu national la fibre intelligent. optique, c'est ça qu'on parle. Hein. On parle de la rupture numérique. C'est vrai que pouvoir développer la fibre partout en France, y compris dans les zones les plus reculées, ce qu'on appelle moyennement denses ou peu denses, c'est un système où tout le monde doit se mettre d'accord. Vous comprenez bien qu'un opérateur téléphonique, pour aller dans les zones très denses, il n'a pas besoin de l'aide de l'État, puisqu'il y a des clients au bout. Mais si jamais on veut aller partout dans nos campagnes, on ne va pas y aller, puisqu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc ce qu'il faut, c'est pour le coup quelque chose d'intelligent entre privé et public. Donc s'il y a bien un endroit où l'État peut se mêler de quelque chose, un peu plus que du reste, c'est bien ça. Sauf que aujourd'hui, vous avez juste une intention de l'État de réussir en 2025, et quand vous allez voir les ministres, en plus il faut en voir plusieurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un qui s'occupe de tout, hein, et eh bien, on vous dit, mais on vous dit même pas débrouillez-vous entre privés, on vous dit, ben, vous voyez comment vous investissez, nous on vous garantit même pas des règles du jeu pérennes. Je pense que cet exemple-là est très simple. SFR est devant cet investissement. Évidemment qu'on a envie d'investir, parce que c'est intelligent pour la France, c'est intelligent pour nous à moyen terme. Mais je suis au seuil de... Je suis dans une hésitation, parce que je me dis, si je mets beaucoup d'argent là-dedans, je suis presque sûr que d'ici 6 mois, vous m'inventez une loi qui permet à d'autres de venir avec des conditions autres que celles qui étaient définies sur la fibre. Donc c'est un exemple typique. Vous pourriez avoir une régulation intelligente sur les zones moins denses, où vous auriez un peu de grand emprunt, une coordination intelligente de l'État avec des opérateurs qui mettent au pot. Et tout le monde s'y retrouve. Ben, même ça, vous voyez, qui est simple, je vous l'ai dit en 30 secondes, c'est pas fait. Et je peux vous dire qu'on se bat pour que ça puisse exister. Ça n'existe pas. Alors je vais vous prendre un exemple concret comme ça. Alors c'est malheureux, mais même dans notre petit jardin français, sur un enjeu où tout le monde est d'accord, eh bien on n'arrive pas à se mettre d'accord, justement. Donc ça, c'est un exemple malheureux également. Mais j'espère avoir l'occasion de dire autre chose tout à l'heure. François Bornibus, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe aux autres questions. Oui, mais seulement deux mots. Denis a commencé une tension entre les deux tables il y a quelques moments. Et Denis, tu as dit le pôle de compétitivité, c'est bien. En regardant de manière relativement factuelle les chiffres, moi je dirais que c'est moyen. Le budget investi est de 5,7 milliards. C'est pas rien, 5,7 milliards. Et le nombre de projets est de 900. Ensuite, on va voir ce que les projets, qu'est-ce qui va se passer avec ces projets. Mais donc, comment ces 5,7 milliards d'euros ont été utilisés pour créer 900 projets, peut-être 2 ou 3 succès? Je pense qu'il y a une question à se poser sur le montant qui a été investi et sur comment a été utilisé ce montant. Bien, merci. On va peut-être passer à la deuxième question des étudiants. Alors, on voulait rester dans la réglementation de l'État. Donc, c'est une question qui s'adresse un peu plus à Sophie Boissard, concernant la régulation et ses conséquences sur l'innovation. Par exemple, est-ce que le monopole de la SNCF a-t-il entravé ou au contraire favorisé sa capacité à innover et à s'adapter? Et comment est-ce que, par exemple, vous faites face à l'ouverture progressive de la concurrence? Je dirais, la chance de la SNCF, c'est d'une certaine façon d'être un monopole menacé. Et en fait, on est un monopole menacé depuis un petit bout de temps. Parce que si je prends la grande innovation qu'on a tous en tête, c'est le TGV. Et le TGV, en fait, il est né dans les années 70. Il est né dans les années 70, pourquoi? Parce qu'en fait, la SNCF était incontestablement un monopole qui était l'unique opérateur d'État depuis 1938 des chemins de fer en France. Et à cette époque, elle avait l'ensemble des leviers, c'est-à-dire qu'elle avait à la fois les rails et les trains dessus. Mais seulement dans les années 70, le train était en train de plonger. Et il était en train de plonger pour les marchandises, ça ne s'est pas démenti depuis lors. Et il commençait à plonger aussi pour les voyageurs, puisque à ce moment-là, on commençait vraiment à s'équiper en matière routière. Et les gens, évidemment, optaient pour la voiture. Et là, donc il y a eu cette espèce de tension qui était finalement une assez forte conscience que ce monopole-là, il était mortel. Il était mortel, pas tout de suite, mais il était mortel à assez court terme. La technologie elle-même était menacée. Et c'est comme ça qu'un certain nombre... Alors là, on retombe dans la puissance des grandes structures, qu'un certain nombre de moyens ont été affectés pour se dire, ce qui peut nous sauver, c'est d'aller beaucoup plus vite. Donc de redevenir beaucoup plus performant que la voiture sur la longue distance. Et là, on est parti d'un constat, juste pour la petite histoire, d'un constat assez simple, qui était de se dire, aujourd'hui, on ne peut pas aller plus vite, non pas parce que les machines ne le permettent pas, mais parce que pour conduire un train, il faut pouvoir voir la signalisation. Et l'œil humain, au-delà d'une certaine vitesse, ne voit plus la signalisation. Et c'est là qu'il y a eu cette intuition géniale, encore une fois, c'est les années 70, de se dire, si j'embarque la signalisation dans le train,
eh bien à ce moment-là, j'aurai plus cette limite physique à la vitesse, et c'est là qu'on pourra aller vers du 300, 320, 350 maintenant, et le record du monde est à 570 et des poussières km/h. Donc la SNCF a pu mener ce projet de recherche avec un appui très fort de l'État à cette époque-là. Hein, des moyens, c'est un projet de recherche qui a duré pendant plusieurs années et sur lequel il y a une vraie prise de risque puisqu'il a fallu construire ex nihilo une ligne grande vitesse et puis effectivement s'assurer que le service était pertinent. Donc c'était vraiment un investissement public par essence parce qu'elle avait les moyens d'un monopole et en particulier parce qu'elle maîtrisait la totalité du système, c'est-à-dire à la fois l'infrastructure et les mobiles dessus, mais parce que c'était un monopole menacé. Et quand on regarde à partir de là, je reprends maintenant les innovations plus récentes, typiquement, j'ai parlé tout à l'heure de la distribution numérique hein, avec VSC. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à innover en marketing et en service client ? On s'est mis à innover parce qu'on subit une très très forte concurrence, tout en étant un monopole dans notre domaine, des autres modes de transport, de l'aérien, de la route, hein, et que donc si on n'innove pas, eh bien, pour le coup, c'est l'avenir même du mode qui est menacé. Donc, en gros, on a pu innover parce qu'on avait les moyens d'un monopole, mais ce qui nous a aiguillonnés et ce qui vraiment nous oblige à nous remettre en cause tout le temps, c'est la concurrence, ce qui est un peu paradoxal pour un monopole juste à côté. Mais c'est pas la dérégulation. Alors la dérégulation, c'est là qu'on tombe après sur d'autres caractéristiques économiques, c'est qu'il y a des monopoles dits naturels. Et typiquement, les infrastructures ferroviaires, c'est un monopole naturel. On voit bien, quand on a développé des infrastructures ferroviaires au XIXe siècle, on a donné sur des secteurs géographiques un monopole à des compagnies pour les construire, les amortir et les exploiter. À partir du moment où on a connecté ce réseau à l'échelle du territoire français, et puis de proche en proche d'ailleurs sur des territoires adjacents, on s'est rendu compte avec en réalité la notion d'économie d'échelle que ça ne marchait pas si on n'avait pas dans une même main, dans un même opérateur qui en avait le monopole, la totalité de l'exploitation. Et alors on essaie maintenant, sous l'influence bruxelloise qui s'est vraiment attaqué aux grandes industries de réseau, à l'énergie, aux télécoms et maintenant aux rails, on essaie de revenir là-dessus en se disant que ce serait vachement mieux si on mettait d'un côté les rails et de l'autre côté ce qui circule dessus, on pourrait avoir de la concurrence. Alors certes, on a de la concurrence sur les services de transport et c'est pas idiot, clairement, mais on perd complètement le système. C'est-à-dire que le TGV, aujourd'hui, on ne l'inventerait pas. Pourquoi on ne l'inventerait pas ? Parce qu'on a mis d'un côté une structure qui gère les rails, RFF, et de l'autre côté une structure qui gère les trains, SNCF, et que, comme je vous l'ai dit, ce qui a permis d'inventer le TGV, ça a été de travailler justement aux interfaces, c'est-à-dire de mettre ensemble des gens qui étaient des ingénieurs de l'infrastructure, des ingénieurs du matériel roulant et des ingénieurs de l'exploitation. Et c'est ça qui a permis cette innovation majeure. Michel Fredo qui a envie de réagir là-dessus. Oui, je voulais, parce qu'il y a une première question de savoir, est-ce que quand on est un monopole, on est capable d'innover ? Je pense que la réponse est clairement oui. Ensuite, au-delà de ça, par rapport à la question précédente qui était de se dire on n'a pas le tissu industriel, on a des très grosses boîtes. Du fait qu'on a des monopoles en France, soit EDF, la SNCF et d'autres, c'est vrai qu'on a des très grosses structures. Là, par contre, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer. En particulier dans des filières, en ce moment on parle beaucoup du nucléaire, mais on pourrait parler de l'aéronautique, etc., de s'assurer que tout l'écosystème suive et qu'on ne s'intéresse pas simplement à la capacité à innover au niveau simplement de EDF, mais par rapport, si on prend l'exemple de la filière nucléaire, par rapport à l'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants qui sont amenés à contribuer au développement et aux investissements qu'on a besoin de faire. Et ça, on peut le multiplier dans un certain nombre de points. Donc c'est important de voir aussi que dans la capacité à innover de nos grands groupes, il y a derrière tout l'écosystème qui doit suivre. Alors, est-ce que c'est bien fait aujourd'hui ? Absolument pas. Il faut continuer à s'améliorer, mais c'est quand même une source intéressante, me semble-t-il, d'innovation et de développement. L'autre question dans l'autre sens, parce qu'une fois qu'on a des grands groupes, on s'aperçoit qu'il y a une véritable guerre des patentes et des brevets. Donc c'est peut-être pas des monopoles naturels, mais enfin, quand Google rachète Motorola pour je sais plus combien, 12 milliards et demi de dollars ou un truc comme ça, en fait, il rachète tous les brevets.
ils s'en foutent complètement de l'activité commerciale de Motorola, c'est pas le problème. Ils achètent toute une batterie de brevets dans le mobile et ailleurs pour pouvoir se protéger par rapport à toutes les bagarres qu'ils sont en train d'initier. Jusqu'à un point où on peut se dire que là, l'État, le régulateur, peut-être pourrait commencer à avoir un petit peu d'action pour protéger les petits entrepreneurs dont on parlait tout à l'heure, qui vont commencer à développer sur des bonnes idées un certain nombre de nouvelles activités porteuses, de ne pas se retrouver à cause de procès complètement bloqués dans leurs élans. J'ai envie de faire réagir quand même Francis Morel là-dessus, parce que Google, qui est alors parce qu'on l'a amené sur le sujet, qui n'est pas un monopole, mais presque dans les faits sur la recherche. Et alors Google, vous lui voulez du mal en ce moment, expliquez-nous pourquoi. Parce qu'ils innovent pour le coup, tout le temps. Je lui veux pas du mal. Je dis simplement une chose extrêmement simple. À partir du moment où ils utilisent les contenus des médias qui font de l'argent grâce à ces contenus, il n'est pas absurde d'imaginer qu'ils payent pour ces contenus. Voilà, c'est tout. Ils sont en train de devenir la première régie publicitaire en France. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus d'argent l'année prochaine que TF1. Ils vont faire probablement 1,3 milliard ou 1,4 milliard. Au passage, ils déclarent 40 millions en France. D'accord ? Ça, c'est déjà un premier problème. Il y a un mystère, là. Enfin, il n'y a pas un mystère, on sait très bien, mais c'est un problème. Quand on discute avec eux, puisque nous avons négocié avec Google, moi j'ai négocié avec Google en 2010 pendant 6 mois. Et à la fin, la réponse de Google, qui vient de Mountain View, parce qu'en fait, personne ne prend de décision, sinon Mountain View. La réponse, c'est de dire, pour nous, l'information n'a pas de valeur, donc on ne la paiera jamais. Pour nous, dont le métier, c'est de produire des informations, et on pense que ces informations, elles coûtent cher, parce que les informations de qualité, ça demande des journalistes, ça demande du travail. Eh bien, si on utilise cette information de qualité, il me semble normal de payer pour ça. Et je ne comprends même pas que ça puisse poser un problème, tellement c'est évident. Mais l'information, si elle est gratuite, est-ce que c'est pas de votre faute? Alors je me mets dedans, et puis Denis avec aussi, hein, mais de l'avoir donné gratuitement sur le web. Alors est-ce qu'il faut s'étonner après qu'il y ait des monopoles comme Google qui arrivent là-dessus? Alors en fait, c'était un peu un serpent qui se mordait la queue, parce que comme tout était gratuit, personne n'osait devenir payant. Et comme Google, le premier, donnait plein de choses gratuites, tout le monde donnait gratuit. Donc, mais personnellement, je suis absolument d'accord avec vous. La première chose à faire, c'est de faire marche arrière sur ce modèle et de commencer maintenant à vendre nos contenus. C'est ce qu'on fait en tout cas aux Échos, où depuis cette semaine, on a mis en place un système de paywall, c'est-à-dire que vous avez droit à un certain nombre d'articles gratuits, au-delà duquel il faut que vous vous abonniez. C'est quand même légitime, puisque vous achetez le papier. Si vous avez des informations encore plus riches sur Internet, ça c'est légitime de demander qu'on paye. Mais en tout cas, je ne vois pas en quoi ça exonérerait Google de payer pour l'utilisation de quelque chose qui ne leur appartient pas. C'est comme si un concurrent des SNCF vient sur Réseau Ferré de France et ne paye pas l'utilisation de Réseau Ferré de France. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Stéphane Roussel, Denis Oliven, et puis après on va revenir aux questions des étudiants. Alors le cas, c'est pas que sur Google qu'il faut... Il ne faut pas se plaindre sur Google, il faut se plaindre sur le masochisme européen et français. C'est-à-dire que Google, en fait, profite d'une faille énorme. D'abord, les Américains ont eu une idée assez géniale, d'ailleurs pas que Google, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est les grandes plateformes américaines, d'inventer un mot qui plaît à tout le monde, et qui marche qu'en Europe d'ailleurs, parce qu'ils ne l'appliquent pas aux États-Unis, qui est la net neutrality. Alors ça c'est génial, c'est l'Internet gratuit. Alors l'Internet gratuit, tu me dis, bah, bien sûr. Et c'est intelligent parce qu'à partir du moment où vous dites oui, bien sûr, l'Internet doit être gratuit, vous oubliez quelque chose que vous avez décrit. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est un marché biface. C'est-à-dire que rien n'est gratuit. C'est gratuit pour eux, effectivement. Et l'Europe est suffisamment maso, alors que les Américains n'ont pas plus protectionnistes pour dire bah oui, c'est gratuit quand c'est en Europe, en gros. Et puis, et nous, on accepte. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on dit bah oui, ça doit être gratuit. Mais en fait, quand vous réfléchissez 2 secondes, bien sûr qu'on peut faire payer d'une certaine manière l'Internet aux clients qui veulent bien payer un service supplémentaire, comme vous venez de le décrire, pour valoriser les contenus. Mais quand je dis que c'est biface, c'est surtout à celui qui encombre les tuyaux en amont. Je prends un exemple très simple. Nous, on arrive maintenant à faire payer eBay, bien sûr. Parce que eBay, la valeur de leur promesse aux clients, c'est quoi? C'est d'avoir une continuité de service. Vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu des enchères parce que ça ne marche pas. Donc eBay est d'accord pour dire, OK, il y a une autoroute pour tout le monde, sauf que moi j'aimerais bien avoir la file de gauche, il faut faire payer la file de gauche pour dire, celui qui veut ça, eh bien c'est possible. Donc bien sûr qu'il faut la gratuité du net, mais derrière ça, c'est très démagogueux de parler de ça, de la gratuité du net, c'est pas si simple. Il faut trouver le moyen de pouvoir autoriser à des gens qui travaillent sur la valeur des contenus,
comme les Échos, comme tout ce que fait Lagardère, comme ce que fait Canal+, pour parler de ma maison. Et en même temps, il faut surtout faire payer ceux qui bouchent les tuyaux. Méga Upload, c'était un scandale général, puisqu'effectivement, sous prétexte de gratuité, ils encombraient nos tuyaux. Savoir que 17% des flux tombaient dans nos tuyaux. Mais nous, on n'était pas rémunérés pour ça. Et finalement, ça empêchait à d'autres qui avaient quelque chose à raconter comme histoire valable et qui investissaient dans le contenu de pouvoir le faire. Donc le problème n'est pas Google. Google, il profite de la situation, on ne peut pas leur en vouloir. C'est simplement qu'on s'organise un minimum pour dire oui, il est possible de faire payer le client dans certaines conditions, celui qui veut. Il faut garder le principe de gratuité pour l'information en général. Et oui, il est possible de faire payer dans ce merge biface ceux qui veulent un service plus à donner à leurs clients parce qu'il y a une valeur à le donner. Donc on peut en s'en sortir comme ça. Denis Oliven, Google est-il un méchant? Avancer avec prudence sur ce terrain parce que des déclarations intempestives que j'ai faites dans le passé m'ont valu d'être mis à prix, d'avoir ma tête mise à prix sur les réseaux pendant de nombreuses années. Donc, plus sérieusement, d'abord, je voudrais simplement dire que la gratuité est une illusion. Il n'y a pas de... Enfin, si, évidemment, il y a un univers gratuit qui est l'univers des relations interpersonnelles, de l'amour, que sais-je, où il y a un univers non marchand qui est gratuit. Mais dans l'univers marchand, la gratuité n'existe pas. Quand tu dis est-ce qu'on n'est pas coupable d'avoir mis nos informations gratuitement en ligne, elles n'étaient pas gratuites en fait. Depuis aussi longtemps qu'existent des contenus d'information, il y a deux façons de les rémunérer. On vend des contenus à des audiences, ça c'est voilà, la vente au numéro d'un journal. Ou bien on vend, entre guillemets, des audiences à des annonceurs. Par exemple, la télévision en clair est gratuite, entre guillemets, ou la radio est gratuite, entre guillemets, mais non, les gens qui travaillent, les journalistes qui fabriquent de l'information ou les artistes qui fabriquent des programmes sont rémunérés par les chaînes de télévision et par les radios parce qu'il y a des annonceurs. Et pour l'information en ligne, c'est pareil, quand on fait un site d'information, on est rémunéré par de la publicité. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, les niveaux de revenus publicitaires, oui, il se trouve qu'aujourd'hui, les niveaux de revenus publicitaires ne sont pas du tout comparables à ceux qu'on obtient sur le papier. Mais ça, c'est une affaire de dérivés. On verra dans l'avenir comment ça va se passer. Là, le sujet de Google, qui était aussi un sujet au moment de la dématérialisation de la musique. Quand Google dit l'information n'a pas de valeur pour moi, c'est pas vrai. Google sait très bien que l'information a de la valeur parce qu'elle génère du trafic chez lui. Les gens vont voir Google News. Et elle sait très bien aussi que c'est une source de revenus publicitaires. Donc ce qui se passe dans le cas de Google, c'est que Google offre gratuitement, entre guillemets, ne paye pas, ne rémunère pas les contenus, mais en revanche se fait rémunérer pour mettre ses contenus à disposition. Et là, il y a un point de fuite dans l'économie générale des œuvres de l'esprit. Et donc, il faut réparer ce point de fuite et il faut que Google, s'il utilise des contenus d'information fabriqués par des journalistes, rémunère ceux qui les rémunèrent. Et de manière générale, j'en profite pour faire une observation plus générale, cette question de la rémunération des œuvres de l'esprit est une question essentielle en général et pour notre pays en particulier. Je rappelle qu'on est l'un des seuls pays au monde qui a une industrie, par exemple, cinématographique, la deuxième du monde, alors qu'on n'est pas la deuxième puissance du monde. On est l'un des seuls pays du monde dans lequel la musique américaine ne fait pas 80% de la consommation de la musique, mais c'est plutôt les répertoires français qui font 80% de la musique. Donc on a une industrie immatérielle de contenu, pas délocalisée, et donc on a intérêt à réfléchir, et ce qui est vrai des contenus artistiques est vrai des contenus d'information, donc on a intérêt à réfléchir à la manière de concilier la liberté et le développement d'Internet, qui sont une valeur essentielle, et la rémunération de ces contenus. Alors du rail, on est passé à Google et à l'information, on va revenir aux questions des étudiants. Oui. C'est pour rebondir. Ah oui, bah rebondis. Donc oui, pour rebondir sur cette réflexion, ma question va s'adresser à M. Morel et à M. Oliven. Dans une entreprise où il n'y a pas de département recherche et développement à proprement dit, qui doit diriger le processus d'innovation ? Mais de toutes les façons, même quand il y a un département recherche et développement, qui est-ce qui dirige ? C'est le directeur général. Parce que c'est lui qui insuffle l'envie de développement. Et on n'a pas de... Si je prends mon exemple personnel, je n'ai pas de département recherche et développement parce que je ne fais pas de la recherche fondamentale. Mais le travail que je fais avec le marketing, en permanence, c'est une recherche autour de l'innovation et de l'amélioration de mes titres. François Bernibus. Simplement une réflexion sur la question. Même pour des sociétés qui ont une entité recherche et développement comme Lenovo au niveau produit, ça ne veut pas dire que toute l'innovation vient du recherche et développement du produit. L'innovation va au-delà
de l'innovation dans le produit, c'est de l'innovation au niveau marketing, à tout niveau de la société. Donc je pense qu'il ne faut pas lier l'aspect recherche et développement technique d'un produit et la capacité d'innovation de n'importe quel individu dans une société. Et là, je pense que, et chez nous, ce qu'on a, c'est qu'on pousse chaque individu chez Lenovo d'être innovateur, d'être créateur, de penser à qu'est-ce qu'il peut faire de différent pour que ça marche mieux. Donc le point est ne pas lier R&D et innovation. L'innovation, c'est pas uniquement de la R&D. La R&D, c'est toute la société qui doit penser innovation. Est-ce que je peux rebondir là-dessus parce que c'est une question, en tout cas pour moi, c'est une question centrale. Je me couche le soir plutôt et je me réveille le matin. Il m'arrive de me coucher le matin, mais en pensant à ça, parce que quand je prends un groupe comme Lagardère Active, la branche média du groupe Lagardère que je dirige, qui est une petite société à l'aune des sociétés françaises, mais qui est une grosse société dans l'univers des médias, qui a 1 milliard de chiffre d'affaires, 4000 collaborateurs, c'est une grosse société. Et la question principale, c'est tout à l'heure je disais que les petites sociétés, les start-up notre question principale c'était d'arriver à les faire grandir, et la question principale d'une société comme la mienne, c'est d'arriver à la décentraliser, à faire en sorte qu'elle sorte de ces processus bureaucratiques, disons, ou hiérarchiques, pour, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, pour faire que chacun des éléments du système soit porteur d'innovation, se réinterroge sur la façon de faire autrement son métier. C'est pour nous évidemment qui sommes devant une révolution incroyable, un tsunami du numérique qui transforme complètement, radicalement nos métiers. Cette question est presque la seule qui vaille. Donc il faut quoi? Il faut donner la possibilité à ceux qui dirigent les titres, les stations, les chaînes de télévision, d'être eux-mêmes facteurs d'innovation, d'eux-mêmes se confronter à ce que font des jeunes gens ou des jeunes femmes qui inventent des nouveaux processus ou des nouveaux produits ou des nouveaux formats ailleurs dans le monde, de les incorporer, de les développer, d'avoir droit à l'échec, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'avoir le droit de se planter et d'être par exemple non pas simplement rémunérés sur leur bonus, sur leurs résultats opérationnels, mais d'être aussi rémunérés sur leur capacité de transformation de leur activité. Et c'est vrai qu'on est confrontés, nous, on croise tous les jours sur nos métiers des jeunes gens et des jeunes filles qui ont 25, 23, 24 ans et qui ont inventé, j'en croise une fois par semaine, qui ont inventé sur des métiers qu'on fait des choses qui sont radicalement nouvelles et ils obtiennent des performances à peu près semblables aux nôtres dans des conditions qui sont complètement différentes. Donc il faut qu'on arrive à les incorporer. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, globalement pour la France, nous, on va vivre sur notre trajectoire inertielle. On va vivre encore longtemps sans doute, mais si je me projette à 15 ans, c'est plus nous qui serons les acteurs majeurs de ce monde-là. Merci Denis, on va passer à la question suivante. Oui, bonjour à tous, Nicolas, étudiant à HEC. Alors oui, je vais peut-être stopper cette série de rebondissements parce que j'aimerais parler du principe de précaution, donc toujours en lien avec le risque et l'innovation. En France, bon, je pense que c'est assez clair, on est un peu les champions du principe de précaution, on le voit avec les OGM par exemple, ou plus récemment les gaz de schiste. Ma question est très simple et s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous pensez que cette quasi-exception française en matière de principe de précaution est légitime, ou bien qu'au contraire c'est une entrave à la prise de risque et à l'innovation pour les sociétés qui évoluent dans notre pays? C'est une excellente question. Je vois Michel Fredo qui s'excite déjà au bout de la table. Je m'excite. Juste sur la question précédente, je voulais simplement partager avec vous un truc hyper intéressant. Chez Google, ils ont fait une enquête. 95% des employés d'un département donné étaient convaincus que leur responsable hiérarchique, en fait, travaillait pour eux. La pyramide inversée. Je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment du travail en équipe et les structures hiérarchiques, ils les ont éclatées. Bon, pour passer à un sujet beaucoup plus sérieux, je pense que le principe de précaution qui est cher à notre culture et qui est un principe important, hein, est un principe aussi qui doit être mis en regard des enjeux économiques et du retard technologique qu'on risque de faire prendre au pays. Et on ne peut pas se limiter à des positions dogmatiques. On ne peut pas le faire en isolation des autres et se dire ben, on est les seuls à avoir raison, les autres ils ont tous tort et le temps nous donnera raison. Je pense qu'avec le principe de précaution vient une responsabilité de veille et une responsabilité de justifier ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Vous avez vu tous ce qui s'est passé sur le gaz de schiste et le rapport Gallois, c'est arrivé hier.
Donc moi, travaillant quand même pas mal dans l'énergie, le fait que la France pose une position aussi forte sur le gaz de schiste me paraissait un petit peu extrême. Je vous rappelle simplement que les recherches récentes aux États-Unis ont créé un business tout à fait significatif. Le prix du gaz a divisé par 4. Ils se sont mis... enfin, je veux dire, ça a eu des implications économiques très fortes. Et par rapport à ça, il y a une réalité. Il y a un véritable risque, c'est que pour obtenir le gaz, je vous la fais courte, on est obligé d'envoyer des additifs avec des milliards de mètres cubes d'eau. Et dans les additifs, on n'est absolument pas sûr que c'est pas cancérigène, que ça va pas aller dans les nappes phréatiques, etc. En attendant, ce qui se passe, c'est que vous avez une multitude d'acteurs aux États-Unis, chimistes en particulier, qui travaillent d'arrache-pied pour développer des nouveaux additifs, pour développer des nouvelles technologies qui permettent de contrecarrer ça, et la France n'est pas présente. Et donc, je ne dis pas qu'il faut y aller massivement, je ne dis pas qu'aujourd'hui on a tort, je dis simplement que des principes dogmatiques qui empêchent toute une économie d'aller vers une opportunité sont des éléments, sont des choses dangereuses. Sophie Boissard et puis après François Bernimus. Oui, moi je dois dire que ce principe de précaution, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on ait jugé bon de le mettre dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on avait dans notre Constitution? On a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a un préambule qui a été fait en 1946 à la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la période qu'on avait traversée, qui a posé un certain nombre de droits sociaux. Puis on a essayé de mettre ce truc dans la Constitution, et vous avez qu'à regarder à quoi ça ressemble. Il faut un pavé comme ça, c'est illisible. Donc pour moi, j'y vois, d'une certaine manière, il y a un aspect un peu pathologique dans cette nécessité qu'on a ressentie à un instant donné d'ériger ce qui est en réalité, d'une certaine manière, une règle de bon sens, qui est avant de prendre des décisions dans un univers incertain, on pèse les avantages et les inconvénients, et rationnellement, on décide ou non d'y aller. Le besoin qu'on a eu de mettre ce qui n'est finalement qu'une règle de process, finalement, de le mettre dans des textes aussi solennels et aussi stables que ce qui est notre règle commune, moi j'y vois quelque chose d'assez pathologique sur l'état de la société française à un instant donné. Et je pense qu'avec le principe de précaution, on n'aurait jamais connu la révolution industrielle en France, jamais. Quand on se dit, je reviens toujours à mon secteur, mais quand on se dit qu'en 10 ans, entre le moment où les premiers ingénieurs des ponts autour des Saint-Simoniens ont eu l'idée d'une ligne de chemin de fer. C'est un truc invraisemblable avec des gens dedans, non pas du charbon, mais d'y mettre des gens. En quelques années, ils ont trouvé l'endroit où mettre l'embarcadère Saint-Lazare. Ils étaient prêts à détruire l'église de la Madeleine, d'ailleurs, soit dit en passant. Finalement, on l'a mis un peu plus loin et on a construit le premier embarcadère. Et puis, en 10 ans, ils ont obtenu les concessions, ils ont construit leurs lignes à leurs risques et périls, et puis les gens sont montés dedans et on les a transportés. C'était inouï à l'époque, quand on était dans une société du cheval et de la marche à pied, et brusquement, on faisait cette expérience incroyable. Avec le principe de précaution, jamais on l'aurait fait, jamais. Bon. Donc pour moi, c'est vraiment un signe très fort de cette espèce de morosité et de non-confiance en l'avenir qui fait qu'on se corsette de cette façon-là. Voilà. Alors après, sur le gaz de schiste, sur les nanotechnologies, etc., je n'ai aucune opinion, surtout que je ne suis absolument pas une scientifique là-dessus, et je pense qu'il faut effectivement regarder, peser le pour et le contre. Mais ce choix collectif qu'on a fait, je dois dire, je n'en suis toujours pas revenu. François Bornibus, en Chine, on ne pense pas de la même manière. C'est pas en Chine, c'est de nouveau à Paris. Encore je déjeunais avec des clients et on parlait d'OGM. Et ils me donnaient une anecdote qui est intéressante, c'est qu'en Afrique, ils ont des problèmes pour faire pousser du maïs. Et la raison pour laquelle ils ont des problèmes pour faire pousser du maïs, c'est qu'il y a un petit ver qui se met dans le maïs et qui pose des problèmes et ça ne pousse pas. Donc ils ont fait venir des OGM des États-Unis et tout, et au bout de 2 ans, le ver s'adaptait. Et il y a un mec qui a une idée qui dit, tiens, il y a un petit ver qui mange le maïs, on va planter dans le champ d'à côté une plante que les vers de terre aiment encore plus que le maïs. Et depuis, le maïs, il pousse. Parce que les vers de terre, ils vont ailleurs. Donc le sujet, c'est plus, ouais, ok, OGM, d'accord, mais innovation, penser à quelque chose d'autre pour trouver la solution. Francis Morel. Oui, je crois que là, on va à peu près tous être d'accord. Je pense que le principe de précaution, c'est vraiment le symbole de la peur française devant le monde. C'est terrifiant. Au nom de ça,
eh ben on ne fera rien. Et effectivement, comme le disait Sophie Boissard, il n'y aurait pas de ligne de chemin de fer. Et pour reprendre l'exemple des gaz de schiste, moi j'ai aucune idée sur le gaz de schiste, je suis pas ça. Mais qu'on dise non à l'expérimentation, c'est terrifiant, parce que le but des expérimentations, c'est de voir ce que c'est. Et puis on continue ou on continue pas. Mais quand on dit non aux expérimentations, ben on ne saura jamais. Voilà. Et ça, c'est le symbole de principe de précaution. Surtout, au nom de la précaution, on ne fait rien. Et je pense que si on n'arrive pas à se débarrasser de ça, là, la France est très mal partie. Bien, merci. Question suivante. Oui, bonjour. Donc pour continuer sur l'environnement changeant et la prise de risque, on avait une question par rapport aux entreprises qui commencent à prendre de la taille ou qui sont de grande taille et qui vivent dans un environnement économique ouvert, donc très volatile. Comment en fait faire pour s'adapter à ce changement? Donc on a vu qu'il peut y avoir de l'innovation en achetant des sociétés innovantes, mais ce n'est pas le seul levier. Comment faire en fait pour survivre face à cette volatilité? Comment faire du neuf avec du vieux? Donc voilà. Qui a envie de répondre à cette question? Faire du neuf avec du vieux? Simplement un commentaire. Je pense qu'au niveau d'une société, pour permettre de s'adapter, d'évoluer, il faut être humble et il faut avoir un système de management qui est ouvert à différents types de pensées. Je travaillais dans une autre société auparavant qui a des grosses difficultés. Et cette société a des difficultés, à mon avis, pour deux raisons. L'arrogance. Ils n'ont jamais pensé qu'une autre société pouvait leur prendre la place de numéro 1 mondial. Et ce n'est pas dans le monde du PC. Donc, ce n'est pas du tout dans le monde du PC. On parle de Nokia, là. C'est d'une autre société. Non, mais on peut le dire, comme vous avez travaillé pour Nokia pendant un certain temps. Donc, l'arrogance de dire on est numéro 1, de toute manière, on est les rois du monde, rien ne va nous déstabiliser. Et la deuxième chose, c'est d'être ouvert à d'autres pensées et d'avoir un management team pluridisciplinaire qui vient de différents horizons et qui se disent tiens, c'est vrai, peut-être que là, on a des risques. Parce que si le management team est vraiment uniforme, ils n'ont pas la capacité de voir de nouveaux types de produits et de nouveaux types de risques qui viennent de la société. Donc pour moi, c'est vraiment être ouvert, accepter qu'il y ait des choses qui se passent sur le marché qui peuvent venir perturber la société et y avoir un management team qui soit diversifié au niveau d'une société. Stéphane Roussel, qui a été perturbé récemment par des nouveautés sur le marché et qui a quelque chose à répondre. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Enfin bon. En fait, ça permet d'avoir ma minute optimiste là du coup. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique, en l'occurrence, c'est une chance là-dessus. C'est-à-dire que 80% des révolutions qui vont avoir lieu là vont avoir un lien avec le numérique. Et là, ça remet les règles du jeu en place, et là, tout devient possible. Parce que là, il y a moins de frontières, il y a moins d'investissements au départ, et donc, il y a une chance pour la France en particulier, et pour vous, étudiants. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a tout simplement pas d'université qui soit l'université du digital, du web, aussi bien d'un point de vue technologique, que culturel. Parce que la révolution technologique d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle d'avant, c'est-à-dire qu'elle a des conséquences immédiates sur l'évolution culturelle, sur les méthodes de travail et sur l'évolution de chacun. Donc le numérique, pourquoi c'est une chance? C'est une chance aussi bien pour les grandes sociétés. Avec le cloud, il y a un moyen de devenir mondial beaucoup plus facilement. Pour une PME, aider une PME à devenir plus web, elle peut aller à l'international beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est un peu aussi notre métier d'opérateur d'aider ce genre d'accompagnement. Pour une start-up, la plupart des start-up naissent du numérique, soit par diversification d'un métier de base, soit par naissance. Donc aider les entreprises du numérique, et c'est un peu aussi notre rôle, et c'est ce qu'on fait avec SFR Développement, ça c'est d'un point de vue global. Entreprise, qu'elle soit grande, moyenne, petite. Et d'un point de vue individuel, c'est quoi? C'est donner la chance à chacun, grâce au numérique, de pouvoir grandir. Alors nous, on l'appelle l'ascenseur digital. Après l'ascenseur social, vous avez l'ascenseur digital, où dire, quel que soit l'étage où vous êtes, on vous emmène plus loin. On vous emmène là où vous voulez aller, un cran plus loin. Et c'est vrai à tous les étages. Donc, quelqu'un qui est déjà geek, qui veut déjà aller plus loin, il peut créer sa société et en faire de passion un métier. Mais celui qui est au bout de l'échelle, qui est exclu, peut aussi, d'un seul coup, se remettre sur le marché du travail et tout simplement exister. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait une expérience très réussie avec Emmaüs Défi, où on aide les personnes les plus défavorisées, qui vraiment sont exclues. Et le numérique peut exclure ou inclure, selon si vous êtes du bon côté ou pas. Et le fait de pouvoir leur donner l'occasion, on a fait cette expérience sur 5000 personnes à Paris, on va le faire sur 100 000 à l'échelle de 3-4 ans avec eux,
Et d'un seul coup, vous vous rendez compte que le numérique, c'est une chance extraordinaire pour ceux qui arrivent à rentrer dans ce jeu-là, pour leur développement personnel et professionnel, et c'est une horreur pour ceux qui sont exclus. Mais les règles du jeu de l'exclusion ne sont pas l'échelle sociale. C'est pour ça que je fais une différence entre ascenseur digital et ascenseur social. Mais là, vraiment, si on se remue au niveau français, parce qu'il y a beaucoup d'inventeurs dans le numérique, savoir que dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de choses qui viennent de la France, il y a beaucoup d'idées de start-up, mais qui ne dépassent pas le niveau de... C'est même pas start-up, c'est des pré-start-up, et qui, pour des problèmes de l'écosystème dont on a parlé avant, n'arrivent jamais à naître. Et j'en ai vu qu'ils sont obligés d'aller là-bas, aux États-Unis, pour le faire. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour que d'un seul coup, cette révolution numérique devienne une chance pour chacun. Alors, on va prendre encore une question en étudiant, après on va passer à la salle. Qui est-ce qui veut... Mais moi, je vais changer complètement de sujet. J'aimerais savoir si, déjà, est-ce que vous ne trouvez pas que les métiers de la recherche ne sont pas assez valorisés en France? Et est-ce que ce fait ne serait pas un frein à l'innovation? Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Est-ce que vous pensez que la recherche n'est pas assez valorisée en France? Non? Non, mais c'est exact que, en fait, et en particulier, alors là, je reprends plutôt peut-être de l'expérience dans les grands groupes, quelqu'un qui réussit bien, quelle que soit la fonction, et en particulier en R&D, plutôt que de rester directeur scientifique, devient manager et rajoute à la technostructure globale. Donc on a aussi une question de plan de carrière, où en fait reconnaître l'expertise, reconnaître le savoir-faire dans un métier et dans un domaine donné devrait être plus poussé, absolument. Par contre, simplement, pour rebondir, je pense qu'il y a un risque de lier le mot recherche et innovation. Recherche, c'est une partie de l'innovation. Mais comme on l'a mentionné, l'innovation, et ça a été repris, c'est le rôle de tout le monde. Et l'innovation, ça peut être produit, ça peut être marketing, ça peut être logistique, ça peut être partout. Donc il y a, pour moi, un risque de lier le mot recherche et innovation. L'innovation, c'est pour tout le monde. Alors on reviendra peut-être aux questions tout à l'heure. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? J'en vois une là-bas. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Roussel, vous qui avez été longtemps DRH, du lien entre la formation, notamment celle des élites, et l'innovation. Parmi les écoles suivantes, où est-ce que vous iriez chercher les futurs innovateurs des SFR? L'IEP, l'École nationale d'administration, l'École nationale des statistiques et d'analyse économique, et Stanford. Et puis à tous, je poserai la question suivante. Dans vos parcours, où est-ce que vous avez appris à innover, donc à l'école et puis dans les entreprises que vous dirigez tous maintenant? Alors Stéphane Roussel. Je suis peut-être atypique, donc voilà. Je dirais que j'ai pas d'a priori sur les écoles. Et ce qu'on cherche, c'est évident à dire, c'est des individus et leur histoire. Et l'histoire pour grandir, l'école en fait partie, mais ça n'est qu'un élément. Beaucoup moins important que vous le pensez. On a l'impression qu'on va acheter un diplôme, c'est quand même pas vrai et c'est moins en moins vrai. On a parlé tout au début du débat du savoir-être. C'est vrai que la personne dans son histoire est fondamentale, surtout quand les règles du jeu changent complètement. Je parle du numérique. Bon, il n'y a pas d'école du numérique, donc voilà, on peut avoir développé son sens, pas seulement du numérique, mais son sens de vision des choses, de relationnel, par plein de manières. Donc, je n'ai pas d'école de préférence. Alors, et puis, moi, pour témoigner, mon parcours est complètement atypique. J'ai fait psycho, j'ai fait DRH, et là, donc, je suis PDG des CFR. Bon, ça n'aurait été pas c'était pas possible. Je pense que personne n'aurait fait ce choix-là il y a encore 5-10 ans, parce qu'on avait encore en tête qu'il y a un parcours pour devenir une élite. Bon, il se trouve que maintenant, parce que les choses sont... C'est parce que c'est la crise, parce que les choses sont un peu folles, on fait des paris un peu fous. Pardon? Où est-ce que vous avez appris à innover? Je l'ai appris de manière très pragmatique, parce que j'ai la chance que la fonction DRH n'est pas très reconnue. Donc si vous faites que votre métier, vous n'existez pas. Donc je me suis occupé de choses que les autres ne voulaient pas faire, ou transversales, qui n'avaient rien à voir Michel Freudot, avec mon job. qui est DRH, il a apprécié la remarque. Non, mais c'est vrai. Il faut faire autre chose. Il faut faire quand même son métier, j'exagère. Il faut faire 20-25%. Mais si vous le faites bien, faites autre chose. Et d'ailleurs, on vous évaluera sur l'autre chose que vous savez faire. Alors encore une fois, je ne sais pas si ça va être la vie générale, mais c'est ce que j'ai vécu en tout cas.
Alors, en un mot, les uns les autres, où est-ce que vous avez appris à innover? Un mot? Je pense qu'il n'y a pas d'école d'innovation. C'est la personnalité de la personnalité. Et il y a des personnes qui sont innovantes, qui aiment challenger, qui aiment avoir des nouvelles idées, et il y a des autres qui ne le sont pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'école de l'innovation. Et quand on recrute, que ce soit la France est un peu particulier. La France est très orientée grandes écoles. Dans d'autres pays, les pays scandinaves, les grandes écoles ne sont pas importantes. Donc, ce qu'on regarde pour l'innovation, ce n'est pas d'où vient la personne, mais quelle est la personne, la personnalité de la personne qu'on recrute. Au-delà de la personne, parce qu'il y a quand même un chemin de développement, je pense qu'on peut mettre les gens en situation. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait au BCG, pour s'assurer que l'innovation reste quand même quelque chose d'une dimension importante, parce que c'est une des premières choses qu'on apporte à nos clients. Je pense que c'est de mettre les gens dans des situations où ils ne maîtrisent pas tout. Donc de sortir les gens de leur zone de confort et d'essayer de les aider ensuite à performer au même niveau, mais dans des zones qu'ils n'ont pas l'habitude, des situations qu'ils n'ont pas l'habitude de maîtriser. Je reconnais cette voix. Oui, c'est pour ça que je suis resté si longtemps au BCG. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Bon. Grâce à toi, d'ailleurs. Merci, on va passer à une autre question. Qui d'autre a une question dans la salle? Je vois une main qui se lève là-haut. Je vois mal parce que j'ai les lumières dans les yeux, mais... Ah, voilà. Bonjour, je voulais revenir sur le recrutement des salariés qui sont quand même une dynamique importante pour avancer dans l'entreprise. Est-ce que, donc, comme vous le disiez, vous cherchez éventuellement, en plus qu'une école, un parcours, une personnalité, est-ce que vous utilisez des moyens innovants pour déceler, peut-être par des relations avec les écoles, des moyens de voir vos futurs collaborateurs en échangeant, en vous investissant dans des projets étudiants? Ou est-ce que vous restez... je pose la question à toutes les entreprises, à toutes les personnes. Est-ce que vous restez sur des moyens de recrutement qui restent le CV, la lettre de motivation, et qui sont pour des jeunes diplômés, difficiles à utiliser quand on n'a que l'école pratiquement comme chose à présenter? Merci. Sophie Boissard, peut-être qui est... Oui, je crois effectivement que c'est vraiment notre enjeu majeur pour les années qui viennent. Si je regarde SNCF, on va avoir à recruter de l'ordre de 20 à 30%, enfin on va avoir un changement en fait générationnel et des recrutements qui représentent un changement sur 25 à 30% de nos collaborateurs présents. Et je suis très d'accord sur le fait que c'est important aujourd'hui de basculer vers d'autres types de recrutement. Donc concrètement, ça passe par quoi? Ça passe pour nous, en tout cas, par l'investissement dans des projets de chaires, dans des projets en fait de lieux de formation partagés, dans lesquels on croise un échange avec à la fois, en particulier pour des jeunes ingénieurs qui achèvent leur projet versus des collaborateurs déjà présents qui, eux, vont se former en cours de parcours. Ça passe aussi beaucoup par des stages. Alors on va ouvrir la question difficile des stages, mais moi je trouve que le système de formation français a quand même énormément progressé au cours des dernières années, vraiment en acclimatant les stages et les parcours, les allers-retours entre l'entreprise et la formation dans le parcours des étudiants. Et ça, pour nous, entreprises, c'est extrêmement précieux. Quand vous avez près de vous un étudiant que vous apprenez à connaître sur un projet et qui connaît l'écosystème de l'entreprise, quand derrière, il choisit effectivement de nous rejoindre, je dirais des deux côtés, ça devient vraiment un mariage par consentement mutuel. On se connaît et on sait qu'on va pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Et puis bon, après, il y a tous les outils de recrutement, notamment par le net. On essaie maintenant, nous, de développer des projets de type des Sims, avec effectivement un univers virtuel qui permet de donner à voir ce qu'est l'entreprise, de se projeter dans des situations professionnelles que vous allez rencontrer en nous rejoignant, de manière, là encore, à ce que vous sachiez mieux, en vous présentant quel type de parcours professionnel et quel type de climat vous allez trouver dans l'entreprise. Alors François Brunimus, puis Denis Oliven en deux mots, parce que confirmer ce que tu disais, au niveau de l'importance des stages, chez nous, au niveau de la France, au niveau de l'Innovo-France, 60% des personnes que l'on recrute sont des étudiants qui étaient en stage chez nous
et qui continuent et qui sont ensuite embauchés dans la société. Et ça, c'est spécifique à la France et c'est bien. Dans d'autres pays, en Allemagne et en Angleterre, ça se passe beaucoup moins. Donc pour nous, c'est très important de prendre des étudiants qui travaillent en stage pendant 1 an chez nous et qui ensuite rentrent dans la société. Denis ? Oui, à côté des formules classiques de recrutement, nous, on a dans l'univers des médias, mais c'est traditionnel, c'était vrai à l'époque où on faisait de la presse papier, parce que finalement, beaucoup de titres... On en fait encore, hein, comme ça. Merci. Non, à l'époque où on crée de moins en moins de journaux, malheureusement, mais à l'époque où, je sais pas, moi, Elle, Match, etc., se sont créés, c'était des créateurs d'entreprises qui se sont finalement agrégés pour faire des groupes. Et donc, on a une voie qui permet de recruter des profils atypiques et entreprenants qui sont, et d'ailleurs souvent très jeunes, parfois même encore étudiants, des gens qui ont créé des entreprises ou des procédés auxquels, pas forcément qui ont réussi d'ailleurs, ils ont pu échouer, mais avec lesquels on est entré en contact à cette occasion et qu'on rapatrie chez nous pour leur donner l'occasion de poursuivre et de développer, en se disant que ils feront dans l'univers numérique d'aujourd'hui les matchs ou les L d'hier. Et ça, c'est une voie nouvelle et très, très fructueuse, fertile de recrutement de profils atypiques qui ne correspondent pas au cursus honorarum classique des recrutements d'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? J'en vois une ici à ma droite. Vous avez un micro Le micro arrive. Juste derrière vous, voilà. Merci. Moi, je voulais revenir sur la nécessité en fait, d'allier immatériel et matériel à travers Internet. Et donc, la nécessité de créer de l'argent d'un côté et la liberté qui est fondamentale de l'autre. Sur le système qu'a créé Mega Upload en fait, avec Musicbox, le projet qui va bientôt sortir en fait, de distribution de musique gratuite. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui sera rémunéré par la publicité en fait. Stéphane Roussel qui est chaud sur le sujet. Parce que là, je vais parler au nom de Vivendi aussi. Vivendi, on est numéro 1 de la musique avec UMG, donc, mais également comme patron d'SFR, parce qu'on veut défendre. Et pourtant, on est des tuyaux, donc on pourrait dire on se fout, on est agnostique et on pourrait faire gratuit, puisque finalement, on pourrait valoriser le contenu en le rendant gratuit et en rendant la marque sympathique. Mais on refuse de faire ça également, parce que ça n'a pas de sens à moyen terme. Donc encore une fois, les artistes ont une valeur, ce qu'ils font a une valeur. Mega Upload, c'est une vaste supercherie, parce que n'oubliez pas que Mega Upload, encore une fois, a utilisé des tuyaux sans les payer. Et a profité du vide. Donc en fait, ça bousille tout le système de valorisation de celui qui crée. Alors ça a l'air sympathique, mais on s'y tient d'un seul coup, sous le prétexte de liberté, on a un flux gratuitement. Mais un flux qui, encore une fois, où à l'origine, rien n'a été payé. Donc c'est complètement destructeur. A priori, comme ça, le premier coup, c'est très sympathique. Puis quand vous regardez en arrière, en fait, c'est des voyous qui ont utilisé des tuyaux par un intermédiaire à Hong Kong pour polluer les tuyaux et pour ne pas payer les artistes. Donc là, je suis très, très dur. Alors par contre, face à ça, l'industrie, là où elle ne s'est pas réveillée suffisamment, c'est d'offrir, avec le numérique, une possibilité d'avoir accès à un prix raisonnable, autrement que par la vente de CD. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Deezer et Spotify vont grandir, c'est là-dessus. Et peut-être que, et ça c'est une pierre dans notre jardin, les grands ont trop longtemps essayé de sauvegarder le modèle d'avant. Et c'est parfois le défaut, ce qui fait rentrer des pirates. Donc il vaut mieux encourager, moi évidemment je ne mets pas Deezer et Spotify dans le même sac que Mega Upload. Deezer et Spotify, c'est un modèle sain pour tout le monde. Mais il y a quelque part quelqu'un qui paye. Vous voyez la différence? Parce qu'effectivement, il y avait un problème dans le procédé, mais je veux dire, ça permet d'amener des idées et d'amener des nouvelles conceptions. Non, d'amener des idées, le fait de pouvoir justement avoir un flux gratuit, et ça amène une nouvelle conception de cette... Alors attention, je ne suis pas contre le gratuit, que Google existe, c'est très bien, que des gens puissent se montrer à d'autres plus facilement qu'auparavant, c'est vrai. Ouais. Mais vous demandez aux artistes, il y a un moment donné, pour être payés, ils oublient rapidement Google et ils viennent nous voir. Donc les mêmes qui essaient de se faire leur noter sur Internet, c'est les mêmes qui après disent attendez, c'est sympa, mais enfin c'est pas le bandeau publicitaire qui va me payer. On peut espérer justement qu'avec la création de valeur,
quand on crée justement un contenu de valeur suffisante, il y ait un trafic suffisant qui puisse générer une rétribution qualitative. Je vais laisser mes collègues des médias montrer que ça ne suffit pas. C'est-à-dire il faut quelque chose de plus sain et de plus cohérent. Mais je vais peut-être laisser et donc Francis Morel ou Denis Oliven qui est en train de faire ça en ce moment, puisqu'il est en train de passer au payant. Ou Denis? Je connais pas la nouvelle formule de Mega Upload, mais le critère, c'est est-ce que les artistes dont les œuvres vont être utilisées seront rémunérés ou pas. S'ils sont rémunérés, voilà. Après, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes un modèle économique qui leur permet de rémunérer ça. Le seul critère, c'est ça. Si c'est rémunéré, bah, écoutez, si il y a un critère qui est très simple, c'est est-ce que ceux qui utilisent les contenus et les commercialisent rémunèrent les artistes. Si oui, il n'y a pas de problème, à mon sens. Hein. Sinon, il y a un problème. Voilà. Donc s'ils ont trouvé un système qui permet d'offrir de la musique, c'est Deezer et Spotify, ils sont pour une partie de leur offre gratuite. Donc ils se rémunèrent par de différents procédés. Et ils ont passé des accords avec les artistes pour les rémunérer. Donc s'il y a une rémunération des artistes ou des journalistes, pour prendre l'exemple de l'information, il n'y a pas de problème. Après, c'est le problème de celui qui crée l'entreprise. Est-ce qu'il a lui-même un business model durable? Est-ce qu'il aura suffisamment de revenus pour couvrir ses frais? Si oui, il se développera, et sinon, il disparaîtra. Modèle passé. Mais dans l'occurrence, qui paye l'artiste? Eh bien, c'est payé avec la pub en fait, qu'il y a sur le site. Zéro problème. Si ça paye vraiment. Est-ce qu'il y a une autre question? Éventuellement, les étudiants qui n'ont pas pu poser de questions tout à l'heure, est-ce qu'il en reste une? Ou derrière, voilà. Bonjour. Ma question s'adresse à M. Roussel, plus pour le PDG de SFR. Je suis assez surpris en fait par votre position par rapport à l'innovation. Je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. Par rapport à... ouais, c'est comme vous, un petit peu votre pessimiste. Je suis surpris par votre position et par les déclarations que vous avez faites quand le nouvel entrant du marché mobile Free en fait est arrivé. J'ai du mal à comprendre votre soutien pour l'innovation et en même temps les déclarations quand même très agressives que vous avez eues sur... Je vais vous le dire parce que il ne faut pas confondre le fait de rentrer en low cost avec de l'innovation. L'innovation, c'est quand vous apportez au marché une plus-value. En l'occurrence, et c'est respectable, et on ne le critique pas là-dessus, il est apporté des prix plus bas, mais encore une fois des prix plus bas, attention, hein, avec les smartphones que vous aimez bien, vous ne pouvez pas le faire avec Free, hein, puisqu'il n'y a pas de modèle de subvention. Il y a peu de gens qui peuvent s'acheter le smartphone au prix réel d'un smartphone. Donc, à part ce petit instant, ce petit clin d'œil de publicité, je ferme tout de suite la parenthèse. Free, là où ils sont très forts en marketing, c'est qu'il a fait croire qu'il était innovateur. Mais c'est intelligent, je n'en veux pas d'ailleurs. J'en veux plus à ceux qui l'ont cru, mais simplement, ça n'en est pas un. Denis, Francis, qu'est-ce qui se sont visés par cette attaque? On a suffisamment d'embêtements de notre côté pour pas en plus se payer ceux de la téléphonie mobile. Tu n'imagines pas qu'en plus je vais me brouiller avec Free, non? Chacun ses pauvres. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être là? Parce qu'il va falloir qu'on boucle après. On a deux dernières questions alors. Voilà. Allez-y. Est-ce qu'il y a un micro? Stratégie d'innovation dans l'entreprise ou si ça va la limiter puisque on a beaucoup parlé de risques assumés et de dimensions effectivement de recrutement qui sont deux choses qui ne sont pas franchement effectivement à l'heure du jour actuellement. Je ne pense pas qu'on va dire des choses très différentes, mais non, c'est franchement pas un facteur qui favorise la transformation. Dans les médias, on est en tout cas pour une partie, en tout cas pour la partie presse écrite, on est confronté à une double transformation. On a déjà une transformation structurelle à accomplir. Je vous le disais, c'est la révolution digitale qui d'un côté offre des occasions
fantastique de développement, parce que ça veut dire, par exemple, sur les tablettes, que l'accès au consommateur final va être bien plus ouvert qu'il ne l'était dans la distribution physique du papier. Donc il y a une chance fantastique d'un côté, mais de l'autre, c'est une transformation radicale de notre modèle, et notamment parce que non seulement maintenant il faut que nous soyons puissants sur les contenus, mais il faut que nous soyons puissants sur les technologies, il faut que nous inventions un fonctionnement des rédactions différent d'autrefois. Donc c'est une énorme transformation. Or, quand se greffe sur cette transformation une crise conjoncturelle aiguë, et dont on pense tous qu'elle va pas s'améliorer, c'est une antiphrase en 2013, elle a un effet de pincement immédiat sur nos recettes qui fait qu'on a encore moins de marge de manœuvre pour gérer cette transition. Donc non, c'est une difficulté supplémentaire pour nous d'avoir à gérer d'un côté une transformation structurelle et de l'autre une crise conjoncturelle sur le continent européen depuis maintenant plusieurs années et qui risque de s'aggraver, en tout cas l'année prochaine, pour la France. François Bornibus, en un mot, oui, et puis après la dernière question à ma gauche. La question était, est-ce que la crise peut bloquer l'innovation ou pas? Pour nous, la micro-informatique, l'Europe est en crise. Mais au niveau mondial, la Chine commence à avoir des volumes de croissance qui sont beaucoup moins que le passé. Le Brésil, pareil. Donc, au niveau macroéconomique mondial, le marché n'est pas très bien. Ça veut dire qu'on doit accélérer encore plus le processus d'innovation. Donc pour moi, et je ne sais pas pour les autres sociétés, c'est la crise fait qu'on doit redoubler nos initiatives en termes d'innovation et accepter les échecs. Mais c'est un accélérateur. Alors juste un mot, pardon, parce que ça c'est beau quand on est une grosse société mondiale, quand on est, comme le disait Tony tout à l'heure, une société de médias en France, soyons francs, on se dit il faut qu'on l'avance, il faut qu'on continue, mais on a quand même des moyens qui sont terriblement limités et on a une perspective à court terme extrêmement négative. Donc se dire on est obligé d'y aller, oui. Se dire ça va nous accélérer notre développement, franchement, quand on est une petite société française, on voudrait bien, mais ce n'est pas la réalité. Michel Fredo. Je voulais juste donner le point de vue d'une grande entreprise, quitte à pas être d'accord. Si vous ne transformez pas quand c'est la crise, vous transformez quand? Quand tout va bien? C'est juste impossible. Mais c'est un avis de grande entreprise et j'entends votre argument, je comprends. Je ne suis pas d'accord avec... pardonnez-moi, vous avez raison d'un certain point de vue, mais d'un autre, aux bornes d'une entreprise qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et dont le périmètre est principalement français, la crise elle a 2 effets immédiats. Le premier, c'est qu'elle tétanise, à bon droit d'ailleurs, les salariés. Parce que c'est beaucoup plus facile de gérer le changement si on a du temps et des moyens, par exemple, pour permettre l'adaptation des salariés, des collaborateurs à leur métier futur. Quand vous n'êtes pas dans cette circonstance, quand vous n'avez pas de temps et que vous avez des salariés qui sont naturellement inquiets, ça rend le changement beaucoup plus brutal. Donc peut-être qu'on constate empiriquement que seule la crise nous permet de nous transformer, mais de fait, ce serait plus facile pour nous de pouvoir gérer dans le temps l'adaptation de nos ressources à notre monde nouveau. Ça va être beaucoup plus brutal, et d'ailleurs vous le verrez par les chiffres de plans sociaux de l'année prochaine, ça va être beaucoup plus brutal pour les entreprises de petite taille en France d'assumer la transformation en période de crise. C'est pas qu'elles le feront pas, elles vont le faire. Simplement, malheureusement, je crains que ce ne soit les salariés qui fassent les frais de cet ajustement plus brutal, alors que peut-être si on avait une situation moins tendue, on aurait pu gérer l'adaptation de la ressource mieux. Et dernière question. Ok, donc justement en parlant du futur et pour revenir un peu sur l'éducation, si vous pouviez changer une seule chose dans le système éducatif français pour le rendre plus innovant, enfin plus en tout cas axé sur l'innovation, qu'est-ce que cela serait? Il est encore chaud. Un truc tout simple, il faudrait que le ministre de l'Éducation soit aussi ministre du Travail. Boum. Est-ce que quelqu'un a rajouté quelque chose à ça? Bon, on aurait pu en parler des heures, évidemment, parce que c'est un sujet passionnant. Merci à tous nos intervenants d'être venus. Merci Sophie Boissard, François Bornibus, Michel Fredo, Francis Morel, Denis Oliven, Stéphane Roussel. Merci à eux. Merci à vous d'être venus. Et bon dimanche. Et on se retrouve pour la prochaine Cité de la Réussite. C'est toujours un bonheur de venir ici.